Dans cet épisode, nous allons explorer le rôle du responsable de la gestion des incidents majeurs cyber avec un nouvel invité, Robinson Delogère. Robinson travaille actuellement en tant que SOC et SecOps Manager chez Capsvision. Et Robinson a plus de 10 ans d'expérience dans la cybersécurité, notamment dans le pilotage des crises majeures dans la cybersécurité. Robinson va nous parler de sa vision du rôle de la personne qui va être le commandant de bord pendant ces crises majeures cyber. Bienvenue Robinson dans cette premier épisode de ma série jusqu'ici anglophone et aujourd'hui francophone ou en français pour notre public francophone. Le rôle du commandant de bord. Avant de parler en fait du rôle de Incident Commander qui est un terme anglophone, Robinson, je pense qu'il faut s'arrêter quelques minutes et réfléchir ou parler un peu de quels sont en fait le nom des titres ou du rôle d'Incident Commander dans le monde francophone. Veux-tu bien nous partager un peu tes pensées sur ce sujet? Oui, 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 bien sûr. Incident Commander, effectivement, très coloré anglo-saxon. En France, et je pense que c'est pas la première fois dans cet entretien que je vais parler de l'ANSSI, on a des définitions qui sont, on a un cadre de réponse à incident qui est posé par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et on parle de pilote d'incident. Ce qui est assez intéressant parce que finalement, c'est à la fois le pilote dans l'avion et le pilote du navire. C'est celui qui donne la trajectoire, c'est celui qui donne les grandes lignes, qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas nécessairement hiérarchiquement de commandement sur les parties prenantes de la réponse à incident, mais celui qui donne le cap et qui fait en sorte qu'on le maintienne. On parle aussi de gestionnaire de crise. Mhm. Et d'ailleurs, l'ANSSI a un peu de réticence à mélanger les deux fonctions. Mhm. Le pilotage d'incidents, qui est un pilotage technique, qui est effectivement plutôt fait par un forensicateur, Mhm. avec un peu d'expérience, alors que le gestionnaire de crise, lui, est un consultant un peu plus fonctionnel. Il ne faut pas non plus tomber dans le travers qui serait de dire que quelqu'un qui sait techniquement de quoi il parle n'est pas capable de briefer un C-level sur un incident avec des choses qui concernent le C-level. Mhm. Maintenant, effectivement, c'est un peu plus rare. La difficulté, il est vrai, des profils forensiques techniques qui sont des gens en général plus jeunes que les C-level qui sont censés être briefés. Mhm. Euh, et c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on a 30, 35, 40 ans de parler d'un incident à plusieurs millions, dizaines de millions avec quelqu'un qui en a 60. Et après, il y a aussi le problème de la charge de travail. Donc, même cette séparation de rôle, à mon avis, est primordiale. En fait, quand la charge devient trop grande, il faut commencer à déléguer certaines choses. Et je pense donc que les définitions de l'ANSSI sont bien d'être distinguées. Maintenant, quand on regarde sur le terrain, alors c'est bien de parler de l'ANSSI, des définitions, mais comment voit-on en fait l'implémentation de ces définitions sur le terrain? Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, la réalité est très loin des bonnes pratiques. Mhm. Il y a un peu moins d'un an, dans une salle avec plein de gens qui faisaient de la réponse à incident en France et avec quelqu'un qui travaille, un magistrat au parquet J3 de Paris. Le parquet J3 étant en France le parquet qui récupère toute la cybercriminalité de France. Mhm. Et le retour de ce magistrat, c'était de dire mais c'est quand même un peu problématique parce que les dossiers qu'on récupère, pour la plupart, sont hyper mal ficelés. Il n'y a pas une preuve qui est présentée correctement. Les gars ont commencé à faire la remédiation de l'incident et ont détruit les preuves de l'incident en reconstruisant parce que. Et nous, en tant que professionnels de la profession, on était tous là à se regarder en se disant, mais on est bien d'accord que dans la salle, là, ici, personne ferait comme ça. Mhm. Donc, qui fait de la réponse à incident comme ça en France? Et la réponse, c'est qu'aujourd'hui,
et je dis ça en faisant un coucou amical aux collègues, la majorité des incidents de sécurité en France ne sont pas gérés par des professionnels qui savent ce qu'ils font, mais sont gérés par des informaticiens, des administrateurs, des infogérants qui n'ont pas la conscience professionnelle de tap out et d'aller chercher des gens qui savent, Mmh. le font eux-mêmes comme ils peuvent. Mmh. Et l'objectif quand même premier de la réponse à incident, c'est de remettre un système d'information et par extension la boîte qui s'appuie sur le système d'information sur les rails. Mmh. Et ça, ils le font. Donc la mission première est remplie. Toutes les missions secondaires qui peuvent être faire en sorte que l'assurance puisse rembourser, faire en sorte que les criminels puissent être poursuivis par la justice, ça, ils le font un peu moins bien. Quand on n'a pas de pilote fonctionnel, on a en général un client qui est moins dysfonctionnel que les autres Mmh. et qui est capable de piloter d'un point de vue organisation des tâches, d'un point de vue gouvernance, Mmh. la gestion de son propre incident. Et d'ailleurs, moi, c'est toujours une direction que je poussais quand j'étais prestataire. C'est de dire que finalement, le rôle d'un prestataire, c'est avant tout de rendre son client intelligent par émulsion. Et que si moi, je viens briefer ton DG post-incident, c'est sans doute que toi, responsable sécurité informatique, t'as pas bien fait ton travail, Mmh. parce que tu devrais prendre mes inputs et briefer ta hiérarchie. Et de la même façon, pendant l'incident, pendant la crise, moi, je connais pas tes gars, je connais pas tes pratiques, Mmh. je connais pas la ligne de moindre résistance dans ton organisation. C'est là aussi, il y a des questions de temps, il y a des questions. C'est un DSI, un responsable sécurité de l'information, peut avoir 1000 autres choses à faire pendant un incident que de piloter l'incident. Mais bon, quand il est à la barre, ça se passe quand même en général mieux. D'accord. Alors, j'aimerais donner un exemple que j'ai vu chez un client il y a pas très longtemps. Et donc, je travaillais en fait, faisais un exercice sur table avec un des clients français. Ils faisaient appel à un huissier, alors qu'ils sont partis d'un groupe global qui est international. Et eux, ils font appel à un huissier qui s'occupe de tout et ils ne savent pas combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'il fait exactement, quand est-ce que je peux m'attendre à avoir le retour. Niveau timing, Ouais. ça devient très 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 compliqué. Sur le pipeline d'acquisition et la gestion de preuves en réponse à incident. Euh, Comment dire ça? Oui, effectivement, le, en France, certaines entreprises ont un niveau de maturité que je vais qualifier d'un peu étrange, un peu wonky, quoi, pour être anglophone. Et à un moment, ils ont pris peur parce qu'ils se sont retrouvés à judiciariser un dossier et on les a très fortement challengés sur la recevabilité des preuves. Donc, appel à un huissier, ce qui permet d'être certain qu'on a des preuves recevables. Maintenant, moi, la façon dont j'aime bien travailler dans ces cas-là, qui, entre parenthèses, sont pas des cas d'urgence. À partir du moment où on est face à l'épée et la balance de la justice, on n'est plus pressé. Donc, gardons dans le coin de notre tête la question de comment on fait pour que les preuves qu'on collecte en réponse à un incident, là où on est pressé, soient recevables dans un dossier quand on sera plus pressé. Mais en tout cas, dans le cadre de choses qui sont moins time sensitive, la façon dont j'aime bien fonctionner, c'est de dire que je fais venir un huissier pour constater l'acquisition des preuves. Euh, on fait le truc de la golden copy, la silver copy. Donc l'huissier repart avec sa copie dans les mains, moi je repars avec la mienne, parce que ça m'a une fois mordu les fesses, comme disent les Américains.
et que à chaque fois que je l'ai dit à quelqu'un, il m'a remercié plusieurs années après. Mhm. Les huissiers, donc l'histoire de la Golden et de la Silver, les huissiers très souvent demandent à faire 2 images de disque consécutives. Mhm. Et c'est bien de rappeler aux jeunes forensicateurs qu'il y a quand même une probabilité non nulle pour que 2 images full disque consécutives aient pas les mêmes sommes de contrôle. Mhm. Parce qu'on lit un disque de façon pas naturelle, parce que les radiations solaires, parce que des disques à plateau qui ont tourné pendant 20 ans. Mhm. Et donc, on a passé 4 heures à faire une copie, on passe 4 heures à faire la deuxième, on compare les haches, c'est pas les mêmes, et là, on se retourne et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Quelle est la partie la plus dure du rôle? On a plusieurs parties également complexes. La première, c'est celle de bien faire partager les enjeux dans les premières heures de l'incident. Mhm. Je sais que, et c'est en particulier vrai, dans les cas ransomware, parce que c'est compliqué de parler de réponse à incident en général quand la majorité du temps, on est confronté à un cas particulier de la réponse à incident qui est, j'arrive dans une maison qui a complètement brûlé, hem et donc de dire, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de silver bullet, euh, vous n'allez pas repartir en production demain. Mhm. Oui, mais j'ai une GTR, j'ai un temps de rétablissement garanti de 4 heures. Oui, mais ton infrastructure a cramé entièrement, donc non, tu repars pas dans 4 heures. Mhm. Et si tu repartais dans 4 heures, tu repartirais dans le même état qui a fait que ta maison vient de cramer, Mhm. et tu as eu la démonstration que c'est pas une bonne idée. D'accord. Donc on va pas le faire. Euh, une fois qu'on a fait passer ce constat, bah ensuite, on arrive dans le temps moyen de l'incident. Et là, le côté difficile, c'est, pour reprendre aussi un grand cliché, on ne sait pas si c'est un marathon ou un sprint encore. On est dans les premiers jours de l'incident. Mhm. On a du mal à avoir l'idée du, à la fois, dans les cas où on n'est pas sur un ransomware, on a du mal à avoir une idée du blast radius de l'incident. Mhm. On ne sait pas si on aura 50, 100, 1000, 10 000 machines impliquées. Mhm. Dans le cas d'un ransomware, on n'a aucune idée de comment on va reconstruire. Mhm. Et bref, on ne sait pas si on est parti pour 2 semaines ou pour 3 mois. Je les prépare à ça. Moi, je sensibilise beaucoup sur le fait que, et on en revient à ce que tu disais, sur le fait que gestionnaire de crise, pilote d'incident, ça fait du sens de séparer les fonctions pour la charge de travail. Mhm. Mais moi, ce que je dis aussi, et je le dis dès le deuxième, troisième jour, c'est écoutez, vous quatre là, on vous voit de 6 heures du matin à 22 heures depuis 4 jours. Mhm. Il serait temps que vous vous trouviez un backup. Euh, Enfonçons une porte ouverte, Mhm. parce que sinon, vous allez être fatigué et vous allez faire une connerie. Donc, prenez un backup, quelqu'un qui divisez-vous les journées. Un prend le matin, l'autre prend le soir. Vous vous retrouvez au milieu de la journée pour vous passer les informations. Euh, Nous, c'est ce qu'on fait, de fait. Mhm. Sur les engagements qui sont un peu trop chauds, et en particulier sur les plages horaires, on a des équipes du matin et des équipes du soir. Parce que on va pas pouvoir, contrairement aux clients, se reposer à la fin de l'incident, parce qu'à la fin de l'incident, il y a l'incident d'après. Donc voilà. Donc à minima ça, commencer à sécuriser la structure de gestion de l'incident avec des backups. Et puis ensuite, ne jamais perdre la balle de vue. C'est extrêmement facile, surtout au début, de jeter plein d'items, d'actions à faire dans un fichier Excel.
de se retrouver 3 semaines après à traquer 20, 30 actions. On ne sait plus vraiment pourquoi on a décidé de le faire. Ça n'a pas vraiment avancé. Ça nous fait perdre une demi-heure à chaque point de suivi. Des points de suivi, il y en a 3 par jour. C'est matin, midi, soir au début. C'est matin et soir par la suite. Et puis, c'est surtout, moi, un objet auquel je tiens en réponse à un incident, c'est le A4 recto verso, qui permet de ramener quelqu'un up to speed de notre compréhension de l'incident, de l'état d'avancée des travaux. Et essentiellement, c'est ça, moi, qui me permet de maintenir le besoin d'en connaître. C'est de dire, oui, effectivement, on peut commencer, si on le souhaite, une gestion d'incident dans un petit cercle très resserré, et on s'astreint à maintenir à jour un document qui nous permet d'élargir ce cercle très facilement. Et ça nous permet aussi d'être certain qu'il y a un consensus sur ce qu'est l'incident. J'ai souvenir de ça dans le traitement de... Je sais plus si c'était WannaCry ou NotPetya. Je sais plus. Mais je sais que chez un de mes clients, il y avait, parce que c'est les cirques de réponse à incident, c'est-à-dire que le client était en panique, donc il a passé un coup de téléphone à tout le monde. Fast forward 4 heures après, on a autour de la table moi, un gars de chez Microsoft, un gars de chez leur vendeur d'antivirus, un gars de chez leur hébergeur. Un de ces gars-là commence à nous pomper l'air avec une collection d'indicateurs de compromission. Il a 15 000 IP. Le client n'a pas de console de centralisation de ses logs firewall, donc c'est 15 000 IP qui vont être vérifiés à la main sur une 50aine de firewalls par un ingénieur qui va y passer 3 jours. Et à un moment, pendant ce call bordélique, il y a quelqu'un qui dit « Non, mais cette version-là de NotPetya que vous avez, elle contient un 0D qu'on ne connaît pas. » Et il y a des mots comme ça. Il y a des mots comme ça, 0D, c'en est un. Quand on le dit dans une réunion de crise, ça change de dimension. Et si on l'a dit et que c'était une erreur, c'est extrêmement difficile de le walk back. Quelle est l'importance de la préparation à la communication? Donc, le fait d'avoir cette petite feuille qui est validée systématiquement par tout le monde, le jour où on va devoir produire un communiqué de presse un peu plus solide que on est victime d'un incident de sécurité informatique et les investigations sont en cours, soyez sûr qu'on fait de notre mieux pour blablabla, bah, on a ce A4 recto verso qu'on peut donner à la com, qui va lui permettre de produire quelque chose d'un peu plus machin. Si jamais éventuellement on est dans une position où on a un de nos clients, un client de la victime, qui est beaucoup plus mature et qui dit « Non mais attendez les gars, moi je veux bien que vous fassiez votre tambouille dans votre coin là en réponse à un incident, mais, alors c'est très français ça, hein, mais vous savez quoi, pendant que vous faites cette tambouille, on blacklist votre domaine au niveau des serveurs mail, on n'a plus aucune interconnexion entre vous et nous, on s'échange des SMS et on s'appelle par téléphone. » Donc, truc intéressant de une grande entreprise qui fait du CYA face à un plus petit client et qui en fait devient responsable de l'interruption de service parce que c'est eux qui ont coupé les intercos, sachant que c'est bien connu, les opérateurs ransomware restent plusieurs semaines après le chiffrement pour envoyer des pièces jointes malveillantes à un client de leur victime. C'est le truc qui n'arrive jamais, quoi. De toute façon, ce one-pager, plusieurs fois, a sauvé la vie de mes clients parce que face à quelqu'un d'un peu plus mature, ils ont eu la capacité de dire «
attendez, bougez pas, je vous partage un document maintenant. Et le gars regarde le truc et se dit, ok, donc il n'a pas mis 2 jours à me pondre un papier. Ça veut dire que ce papier, il n'est pas à ma destination. Donc il est transparent. Et en plus, le contenu montre que les gars sont on top of it. Donc ok, très bien. Reprenons notre vie normale. La priorisation des tâches. La priorisation des tâches dans la réponse à incident, on parle souvent de the art of quelque chose, et c'est là où on en arrive à l'art de la réponse à incident. Moi, ma façon de faire, c'est d'être goal-oriented du début à la fin. L'objectif d'une réponse à incident, c'est un retour à la normale en étant un peu mieux sécurisé qu'avant l'incident. Donc, pour ça, il va falloir établir un plan de remédiation. Donc, mon objectif, c'est d'avoir suffisamment d'informations pour établir le plan de remédiation. D'accord. Donc, en gros, tu vas demander au client quelles sont les tâches prioritaires, quelles sont les applications critiques, quels sont les serveurs qui doivent retourner en premier, des choses comme ça. Tout ça. Ok. Et puis, si on a des objectifs secondaires comme le fait de judiciariser, ça va être un input, etc., etc. Mais effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir produire un plan de remédiation. Dans l'idéal, c'est de pouvoir avoir 3 ou 4 scénarios de plans de remédiation qu'on va pouvoir sélectionner au fur et à mesure. Typiquement, un scénario quick and dirty où on revient en production très très rapidement, et où toutes les actions de sécurisation se font a posteriori. Un scénario risque adverse où au contraire on repart pas tant qu'on n'est pas complètement tous les boulons sont serrés, les points sur les i, les barres sur les t, tout ça. Donc comment j'obtiens les infos nécessaires pour le plan de remédiation? J'ai besoin de savoir ce que l'attaquant a fait sur le SI. J'ai pas nécessairement besoin de le savoir dans le plus grand détail, parce que finalement, on le sait tous, une partie des actions de remédiation, enfin, on fait jamais de la désinfection à la pince et au scalpel sur toutes les machines. On ne peut pas, de toute façon. On le fait sur la machine Windows 2000 que tu peux pas réinstaller parce que le gars qui t'a fourni le soft qui est installé dessus a déposé le bilan il y a 15 ans, et ce truc étrangement est central à ta production et ça t'a jamais posé de problème jusqu'à présent, mais bon, le fait est que voilà. Donc là, on fait de la chirurgie. Pour le reste, on va quand même assez souvent faire de la restauration de backup avec un peu de massage de données. Et finalement, on a juste besoin de savoir que l'attaquant, il s'est connecté 2-3 fois, il a exécuté un script, ok, très bien, ça va passer à la blanchisseuse, ça ira. On a besoin d'obtenir les actions majeures, et tout le truc investigatif sur lequel je ne vais pas revenir, mais qui est de dire, j'ai besoin d'être sûr du scope de mon incident. D'accord. Et c'est qui en général qui va te donner ce scope? Est-ce que c'est plutôt la partie métier, IT, technique, sécurité, ou est-ce que c'est plutôt la partie direction, dirigeant, etc.? Alors, quand je dis être sûr de quelque chose, je veux dire que c'est des analystes forensiques qui l'ont produit. D'accord. Donc, ce que je veux avoir une analyse qui me donne tous les indicateurs de compromission avec à 95,9% blabla, mais qui me donne tous mes indicateurs de compromission. Je veux faire tourner tous ces indicateurs de compromission partout et pas découvrir de nouvelles machines. Ça, c'est mon scope technique de mon incident. D'accord. Et ça, c'est le temps moyen de la réponse à incident. Le temps court, c'est celui de la découverte du blast radius. C'est-à-dire que j'arrive, on me dit, ouais, il y a 10 machines concernées. Oui, ok, très bien, il y a 10 machines concernées avec les 2 indicateurs qu'on connaît.
mais c'est quoi mon blast radius, best case, middle case, worst case? Mhm. Est-ce que... Alors, effectivement, on arrive sur un ransomware, tout est chiffré, le blast radius, je l'ai trouvé, ça m'a pris 30 secondes. Blam. Maintenant, dans un cas où on n'est pas hyper destructif, et c'est là où c'est le métier, l'exploitation, qui va m'aider à déterminer ce blast radius, c'est de dire, OK, vu les systèmes compromis, qu'est-ce qui est physiquement sur les mêmes infras, sur les mêmes brins réseau? Qu'est-ce qui est les comptes qui sont utilisés là? Ils vivent où dans le SI? Si je suis administrateur là, quels sont les liens de trust, etc., etc. Et ça me permet d'avoir une idée de dans quoi je mets les pieds. Ça me permet du coup d'avoir le bon nombre d'analystes qui travaillent dessus. Ça me permet de dire aux execs, là on est parti pour une semaine, ou là on est parti pour plutôt 3, ou de dire, vous savez quoi les gars, ça serait peut-être bien que vous parliez à tous les gens qui font de l'admin 6 que vous connaissez, en leur demandant s'ils peuvent pas vous prêter 20 personnes, genre dans une semaine. Parce que là, on est parti pour réinstaller 10 000 machines, en gros. Serveur, pas poste de travail. Poste de travail, c'est beaucoup plus. Donc, il va falloir du manpower, pas maintenant, parce que maintenant, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on commence à avoir une idée de l'échelle de la remédiation. Donc, du coup, premières heures, premiers jours, Blast Radius qui me permet de dimensionner la mission. Ensuite, action de l'attaquant qui me permet de trouver le scope. Et derrière, plan de remédiation qui nous permet de dérouler, de faire ce qu'on était venu là pour faire. Le truc compliqué avec ça, c'est que ça, c'est à mon avis le chemin optimal. C'est-à-dire celui où, en tant qu'analyste, on suit les mouvements de l'attaquant, on découvre assez naturellement les indicateurs de compromission, et c'est ça qui va nous faire dépenser le moins d'efforts. Maintenant, très souvent, on a le métier qui vient nous dire « Ouais, mais ce serveur-là, celui-là, il est important pour nous. » Oui, il est important pour vous. Il faut qu'il reste en ligne, on ne peut pas interrompre le business qu'on Voilà, a employé, contredire en fait. On veut savoir aujourd'hui si ce serveur est compromis ou pas. Et là, je leur réponds, bah écoutez, mon estimation des choses, c'est que le savoir aujourd'hui, ça va vous coûter 3 jours hommes. Le savoir dans 3 jours, ça va vous coûter 2 heures. Faisons un choix ensemble. Et sachant que honnêtement, si on est très tôt dans l'incident, la réponse c'est je ne pourrais pas vous donner un diagnostic avec un niveau de confiance raisonnable parce que je ne sais pas quels sont les outils dans la boîte à outils de l'attaquant aujourd'hui. Très potentiellement, je vais devoir passer 2 jours à faire le tour de tous les gens qui se sont connectés sur ce serveur pour savoir si c'est légitime ou pas. Alors que dans 3 jours, je saurai que ces 2 comptes-là, ils sont évidemment compromis, et donc je ne vais pas avoir la même profondeur d'analyse sur le serveur, et ça ira beaucoup plus vite. Donc on fait un compromis là-dessus. Maintenant, ça me paraîtrait intéressant qu'on parle de la façon dont on fait de la réponse à incident en France, parce que tu as dit il faut que le serveur reste up, et c'est pas comme ça qu'on fait, nous. En France, on a une doctrine de réponse à incident qui descend de l'ANSSI. L'ANSSI qui a conçu cette doctrine là où elle travaille, c'est-à-dire majoritairement des ministères, ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale, donc pour les Européens, pensez Nice, Nice 2, quoi. Et puis, les grandes entreprises, on en revient à ce que je disais, qui, il y a 10-15 ans, avaient le privilège de se faire compromettre par des groupes d'espionnage étatique. Donc, l'ANSSI a construit cette doctrine
qui est vraiment une doctrine de réponse à incident face à de l'espionnage et qui est extrêmement risk adverse. Et cette doctrine, pour une raison qui honnêtement m'échappe, cette doctrine s'est répandue partout, y compris dans le privé en France. Donc, moi, quand j'interviens sur un incident en France, il y a de grandes chances que Internet soit déjà coupé avant que j'arrive. Mhm. Il y a de grandes chances que certaines machines aient été éteintes avant que j'arrive. Mhm. Et tout le monde est aligné sur le fait que on ne va pas reconnecter Internet, on ne va pas redémarrer le service tant qu'on n'a pas un niveau de certitude propre Mhm. sur l'incident. Le ça dépend dans la réponse aux incidents. Ça dépend. C'est pour moi, une façon rapide de dire c'est très complexe et donc, un même remède va pas fonctionner pour deux situations largement similaires, mais quand même fondamentalement différentes. Mhm. Mais ça dépend, quand on est un professionnel de la réponse à incident, on peut élaborer. On peut dire de quoi ça dépend et on peut dire comment ça dépend d'eux. Euh, et, et faire cet exercice de dire oui, effectivement, cette solution-là couvre un certain nombre de besoins, en couvre pas d'autres. Mhm. C'est à la fois ce qui permet de mieux comprendre l'incident et puis l'organisation dans laquelle on met les pieds aussi. Mhm. Parce que ça dépend, c'est aussi des réponses que font les clients. Vos mots de passe, administrateurs, ils sont tous complexes. Ah, ça dépend. Et ça dépend de quoi, exact? Dis-moi. Ouais, ça dépend. Il y a ce périmètre-là. Le mot de passe, c'est entièrement la boîte qu'il a installée et l'année où ce truc a été installé. Et c'est ça partout et on ne sait pas comment le changer. OK. Et à part ça, tout est strong? Ouais, tout est... OK, très bien. Donc maintenant, ça dépend plus, on sait. La forensique, c'est aller au bout des choses. Ça dépend, c'est du flou. On va lutter contre ça. Mhm. Maintenant, effectivement, ça dépend. Ça veut aussi dire il n'y a pas de silver bullet. Il n'y a pas une bonne solution qui s'applique partout. Le et alors? C'est le whataboutism pour les Américains. Et c'est vrai qu'il y a une certaine déconnexion des execs, des C-level, avec beaucoup de choses, hein, on va le dire, mais en particulier avec les tenants et les aboutissants techniques d'un incident. Maintenant, tu parlais de réponse de Normand. Une autre expression française, c'est on n'amène pas à la fontaine un cheval qui veut pas boire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pas non plus, en tant qu'expert, se dire que c'est entièrement on us de faire en sorte que la personne s'intéresse. Et pour prendre un exemple que j'ai en tête, Mhm. j'ai fait une intervention chez un concessionnaire automobile. Le patron avait sous-traité toute son informatique à des prestataires. Les gars se sont fait chiffrer et du coup, la franchise essentiellement a répondu ok, cool, on veut un vrai rapport forensique de gens qui ont pignon sur rue avant qu'on vous autorise à commander des voitures. Donc le gars était clairement paralysé dans son business. Mhm. Il va faire appel à des gens qui ont pignon sur rue, mon équipe en l'occurrence, et il nous dit ah ben vous gérez ça avec les prestataires. Et moi j'ai dit non. Non, si vous n'êtes pas présent, je refuse de prendre la mission, allez voir quelqu'un d'autre. Parce que je vous apprends que ça vous concerne, en fait. Mhm.
Et que, accessoirement, moi, je me vois pas en tant que prestataire dans la position de briefer les prestataires qui sont responsables de la situation sans que leur client soit présent. Ouais, au moins pendant l'introduction, qu'on présente les rôles, après les tâches techniques, c'est autre chose. Par contre, le point quotidien où on partage les constats, oui, c'est là, tu es présent. Donc nous, ce qu'on fait, enfin moi, ce que je fais, c'est faire en sorte que les execs aient les informations dont ils ont besoin pour prendre les décisions. Donc je vais leur demander quels sont les points en arbitrage chez vous. Mhm. Et je vais préparer un brief qui renseigne cet arbitrage. Maintenant, euh, tous les execs sont pas forcément. Enfin, déjà, il y en a certains qui sont très technophiles. Il y en a. Euh, mais ça m'est aussi arrivé, alors une fois, après une réponse à un incident un peu grosse, 2-3 mois après, le client vient me dire, bon, on a nos commissaires aux comptes qui veulent parler avec vous. Genre spécifiquement vous, le prestataire. Et la question des commissaires aux comptes, c'était, on comprend que la réponse à la reprise d'activité n'a pas eu lieu aussi vite que prévu, Mhm. enfin aussi vite que possible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et la réponse en 2 mots, c'était parce qu'on a profité du fait que tout était tombé pour faire des changements un peu structurants qui amélioraient grandement la sécurité. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. C'est que les attaques ransomware, c'est de la collecte de dettes techniques et que ta réponse à incident, c'est des activités que tu aurais dû faire depuis les 10 dernières années et que tu n'as pas faites et tu choisis de les faire là maintenant. Et que donc, oui, effectivement, on aurait pu redémarrer. Voilà. Et ça, on n'a pas vraiment moyen d'être convaincant autrement qu'en apportant des explications qui peuvent un peu descendre dans les couches. Vous dites qu'un attaquant a pu récupérer. Comment c'est possible de récupérer un mot de passe sur un serveur? Eh ben écoute, merci de t'intéresser à ça, je vais t'expliquer. Et je pense que lui avait besoin de cette compréhension. Merci beaucoup, Robinson, de ta De participation rien. aujourd'hui. Ça a été vraiment très, très intéressant sur beaucoup de points et beaucoup de sujets. Mais merci à toi. Merci à toi et je suis un viewer de la série Incident Commander depuis un petit moment et j'apprécie beaucoup cette initiative voilà, de partage de savoir, de remettre tout le monde sur le même pied. Mhm. Parce qu'effectivement, on ne sait pas si on fera encore de la réponse à incident dans 10 ans. Par contre, ce qui est sûr, tu vois, c'est que la réponse à incident, c'est un métier qui a 30, 40 ans. Tout le monde dit le ver Maurice, et oui, clairement, le ver Maurice. Euh, donc, il y a les gens qui ont inventé le métier à partir de rien, et ces gens-là sont partis à la retraite il y a quelques années. Il y a les gens qui m'ont appris le métier, et il faut continuer ce cycle parce que sinon, enfin moi je l'ai vu déjà en essayant de recruter pour des CSIRT et d'avoir des gars qui sont CSIRT depuis 4-5 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben moi j'ai une console CrowdStrike et je regarde les alertes et c'est ça CSIRT.